Bonjour tout le monde, je me présente Aurélie Monin, je suis responsable du service achat mutualisé à la ville de Besançon, Grand Besançon et le CCAS, donc il y a quelques collègues dans la salle. J'accompagne les services de la ville du Grand Besançon et du CCAS au montage administratif de leur marché et une partie technique. On passe quelques marchés de fourniture de denrées alimentaires brutes pour la cuisine municipale, qui fournit les écoles et les crèches de la ville de Besançon. Mais on a aussi pu accompagner quelques communes du Grand Besançon dans leur marché pour de prestations de fourniture de repas tout prêt, on va dire, pas de la denrée brute. Donc aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, donc, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, comment un marché public peut nous aider à lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc même si le marché public est une matière obscure, difficile, complexe, ennuyeuse, vous pouvez encore en mettre plein, il peut quand même être largement facilitant et facilitateur. On va essayer de voir 4 grands thèmes, on va dire, aujourd'hui. Donc, on va faire une définition très rapide de qu'est-ce qu'un achat responsable et quelles sont les obligations réglementaires, pour les collectivités, notamment. On va voir qu'il y a plusieurs leviers juridiques mobilisables pour lutter contre le gaspillage alimentaire via les marchés publics. Et après, on rentrera un peu plus dans le dur, comment on peut intégrer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans l'achat public de fourniture de repas. Je vais parler un tout petit peu de la fourniture de denrées brutes, mais je suis pas sûre que vous soyez vraiment concernés par de l'achat de denrées brutes. Donc, on va essayer de passer ça rapidement. Et surtout, on vous a mis avec ma collègue Delphine Mandard, qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'excuse, qui est malade, quelques exemples vraiment très concrets des clauses que vous pourrez piocher et aller mettre dans vos propres marchés que vous aurez à monter, pour les collectivités qui sont là. Donc, je pense que le support sera bien évidemment transmis après. Donc, du coup, qu'est-ce qu'un achat responsable ? L'achat public, c'est quand même quelque chose de très stratégique, qui peut favoriser les transitions. Donc, on va passer rapidement. Un achat responsable, c'est un achat qui intègre toutes les dimensions du développement durable. Donc, les 3 piliers, que ce soit le pilier environnemental, le pilier insertion, rapprochement des personnes éloignées de l'emploi, on va le dire comme ça, et le volet économique, parce que c'est le nerf de la guerre, notamment, on est en plein dedans en ce moment avec la loi de finances. On doit faire attention aux deniers publics, on doit acheter au meilleur prix et pas forcément au prix le plus faible. Je passe très rapidement sur les obligations réglementaires. Aujourd'hui, on a 2 grands types d'obligations. On a une obligation claire et nette qui nous est imposée par le Code de la commande publique, qui nous dit qu'aujourd'hui, tous nos marchés doivent participer à l'atteinte des objectifs de développement durable, que la définition de nos besoins, qui est le b.a.-ba quand on rédige, qu'on lance un marché public, doivent prendre en compte les objectifs de développement durable, donc dans les 3 piliers. Donc ça, aujourd'hui, c'est inscrit dans le code, c'est dans les premiers articles du code, on ne peut pas passer à côté. Après, au-delà, il y a d'autres aspects dans le code, mais voilà, je vous ai mis le premier, le plus global et généraliste, on va dire. On a la loi Egalim, si on revient un peu plus sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui, elle aussi, réglementairement parlant, impose de réaliser des diagnostics et de mettre en œuvre une démarche contre le gaspillage. Donc du coup, on voit bien qu'on a 2 réglementations, on va dire l'une à côté de l'autre, mais qu'elles se rejoignent les 2. Donc du coup, le but, ça va être de pouvoir prendre en compte cette dimension. Alors, quand on monte un marché, il y a vraiment différents stades au sein desquels on peut prendre en compte le développement durable. Donc, in fine, la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est dès la définition du besoin, on va se questionner, on va se poser qu'est-ce que j'ai besoin, pourquoi, pour qui, à quel moment, quelle fréquence. On se pose toutes ces questions-là quand on rédige nos cahiers des charges. La méthode 3QOCP, le qui, que, quoi, dont, où marche très bien. On peut également prendre en compte le développement durable au sein même du marché, dans nos conditions d'exécution.
dans les spécificités techniques, ce qu'on impose, on peut imposer des choses. Voilà, on va écrire noir sur blanc notre marché, qu'on voudra des produits sous signe de qualité ou qu'on refusera toute viande issue d'élevage qui utilise des fourrages avec de l'OGM, enfin je ne sais quoi. Donc tout ça, on peut l'imposer. C'est nous qui écrivons les règles du jeu au départ, donc on peut les imposer. On peut également, le dernier stade au sein duquel, enfin stade, élément, endroit dans un marché où on peut évoquer le développement durable, c'est les critères de sélection des offres. C'est-à-dire que voilà, on aura rédigé notre marché, on va le publier, on a des candidats qui vont y répondre, on aura écrit nos règles du jeu et on a des critères sur lesquels on va pouvoir les départager. Parce qu'on les note, hein, les candidats, ils sont notés selon les critères qui sont prédéfinis alors, en amont, donc on se pose bien les questions en amont, qu'est-ce qu'on peut leur poser comme critère. Alors, on aura le prix, bien évidemment, il y a toujours le prix, on est bien d'accord, mais la valeur technique, comme ça, ne veut rien dire. On va la subdiviser en sous-critères et les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire peuvent faire partie d'un sous-critère ou un sous-critère performance environnementale de l'offre ou voilà. La seule chose qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on met un critère en lien avec le développement durable dans notre marché public, c'est que le critère, il doit être en lien avec l'objet et les caractéristiques du marché. La réponse des candidats qui vont apporter à vos questions, il faut que ça soit en lien avec le marché. Si vous demandez une performance environnementale quelconque et que c'est pour justement de la fourniture de denrées alimentaires ou de prestations de fourniture de repas en liaison froide ou liaison chaude, qui vous dit qu'il plante 2 arbres de temps en temps ou qu'il a des ruches sur son toit, ça ne rentrera pas en ligne de compte de l'analyse de vos offres. Ça, il faut quand même l'avoir en tête. Mais bon, on rentre un peu plus dans le dur. Sur les différents moments où on peut intégrer cette lutte contre le gaspillage alimentaire, alors soit c'est vraiment en amont de la production, ou au moment de la production, donc ça sera surtout vos collègues en cuisine qui pourront le faire. Et sinon, il y a encore une autre action possible, c'est de valoriser vos déchets ou alors de faire du don, comme vous avez pu le voir dans d'autres ateliers aujourd'hui. Donc on va essayer de voir ces 3 points. La base au niveau du marché public. Un marché public, on va énoncer, il y a au départ des déclarations d'intention qui sont quand même annoncées. La collectivité souhaite mettre en avant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça, c'est des choses qu'il faut écrire directement dans l'introduction de vos CCTP. Ça peut paraître quelque chose de anecdotique, facile, banal, mais il faut que ça soit écrit noir sur blanc pour que les candidats, ils l'aient à l'esprit, que dès l'instant où ils lisent le CCTP, ils le voient, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc logiquement, eux, ils se disent « Ah ben j'ai des actions à faire là-dessus, je suis pas là juste pour fournir des repas, puis point barre. » Non. Donc ça, il faut vraiment que ça soit indiqué dès l'introduction du CCTP, que votre appel d'offres soit précis, mais ça comme n'importe, appel d'offres marché, soit précis, mais ça c'est comme n'importe lequel, qu'il faut définir vos besoins avec votre personnel de cantine, si c'est quand même mieux, et éventuellement avec les parents d'élèves, les enfants, etc., ou au niveau des crèches, enfin, pas faire ça tout seul dans son bureau, hein, on n'écrit pas un marché tout seul, on se met tous autour de la table. Les usagers, c'est quand même important de recueillir leurs besoins en amont, avant d'écrire quoi que ce soit. Et ce que je vous disais, il y a vraiment 2 types de marchés pour l'alimentation, les denrées brutes et les repas en liaison chaude ou froide. Donc si on part sur la réduction du gaspillage en amont de la production pour l'achat de denrées brutes, donc où je pense que vous n'êtes pas forcément les plus concernés, mais je me trompe peut-être, la première chose à faire, c'est de faire un sourcing. Alors ça prend un peu de temps tout ça, hein. On n'écrit pas un marché en une demi-journée ou en une semaine, il est bouclé. Non, il faut aller chercher les infos, réfléchir, aller voir qu'est-ce qui existe. Alors, en termes de sourcing, ça permettra de connaître ce qui existe autour de chez vous. La préférence locale, elle est interdite. On ne peut pas favoriser un prestataire parce qu'il est situé à 20 km ou à 200. Non, ça c'est juste juridiquement pas possible. Mais par contre, d'aller voir les prestataires plus ou moins locaux autour de votre structure, vous avez totalement le droit de le faire en amont du lancement de votre consultation.
Et je vous encourage vivement de le faire parce que ça vous permet de savoir ce qui existe, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent répondre à vos demandes ou pas. Ça vous permet après, alors dans l'achat de denrées brutes toujours, de faire un allotissement, de vous dire « Ah ben tiens, là j'ai un producteur, en fait, lui, voilà, il peut me faire de la viande hachée de bœuf bio et local. Eh ben, je vais faire un lot de viande hachée de bœuf bio. » Alors je ne vais pas mettre qu'il est local, hein. Bien évidemment, parce que comme je vous l'ai dit, on n'a pas le droit de faire de la préférence locale, mais au lieu de faire un lot uniquement viande de bœuf et où vous mettez tout dedans, vous allez faire un lot spécifique, ce qui vous permettra d'avoir des locaux. Ensuite, donc ça après, il y a d'autres exemples, mais on va essayer de passer relativement vite parce que du coup l'heure tourne. Il y a également tout ce qui est spécificité technique, mais ça vaut denrées brutes ou les fournitures de repas, on va dire tout fait. Toujours en lien avec votre sourcing, est-ce que vous allez pouvoir diminuer certains grammages? Est-ce que vous allez pouvoir limiter certains taux, là comme c'est indiqué, des taux de nitrate, de nitrite dans certaines charcuteries parce que vous avez un fournisseur local qui en fait, mais qui fait quelque chose d'une qualité quand même un peu supérieure. Et du coup, si vous voulez pouvoir, il faut aller voir comment il le fait, puis l'indiquer dans votre CCTP. Et après, idem, il faut adapter vos critères de notation parce que par contre, vous pouvez quand même valoriser les offres qui ont le délai le plus court entre un délai par exemple de récolte et de livraison pour tout ce qui est légumes ou fruits. Ça vous évite d'avoir des choses qui arrivent de très très loin. C'est des petites subtilités. Ça reste légal. Ça n'est pas de la préférence en tant que telle, mais ça vous permet d'avoir un maximum de locaux ou tout du moins de ne pas avoir des choses qui arrivent de l'autre bout de la planète. Sur l'amont de la production pour l'achat de repas en liaison chaude ou froide, toujours. Donc là, idem, vous pouvez totalement, au sein de votre CCTP, quand vous demandez, adapter les grammages des aliments. Alors, le plus simple, et ce que je vous disais, c'est totalement anecdotique, mais ça permet vraiment de limiter le gaspillage, c'est au niveau des fruits. Il faut demander des petits calibres. Si vous donnez des pommes comme ça à un enfant de maternelle ou même à un enfant d'élémentaire, je ne suis pas sûre qu'il mange sa pomme en entier. Ou alors, si vous avez que des gros fruits, il faut que vous ayez le personnel qui est là, d'où l'intérêt d'étudier le besoin avec tous les intervenants autour de cette prestation pour qu'il y ait le temps de couper les fruits en quartier puis de les distribuer aux gamins. C'est des choses toutes bêtes, mais ça, si vous ne le mettez pas dans votre marché, le prestataire, lui, il ne se pose pas de questions, il vous donnera des fruits type classique, pas des petits calibres. Les viandes, c'est pareil, donc ça, on le revoit un peu plus tard. Il y a certains morceaux de viande qui, pour des petits, après, moi, je parle pour les cas que j'ai vus, quand on est sur du collège ou du lycée, c'est différent, mais les steaks hachés, etc., ça va pas être la même taille, le même grammage pour un enfant que pour un adolescent ou pour ou les adultes qui travaillent, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses à mettre vraiment dans vos marchés. Après, les spécificités techniques où vous pouvez imposer des produits sous signe de qualité ou autre, ou du coup, sinon même, vous pouvez alors soit imposer, soit interdire tout ce qui est avec de OGM. Certains, pour tout ce qui est les produits, je sais pas moi, par exemple de la pêche, il vous faut certains labels, pêche responsable ou patati patata, tout ça vous pouvez l'imposer. Donc c'est-à-dire que si vous l'avez écrit, vos candidats, ils sont obligés de vous proposer des poissons ou autres qui répondent à ce que vous avez dit. Et du coup, les labels, ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous libère de la contrainte d'aller faire le contrôle, parce que c'est un organisme certifié qui va faire le contrôle, qui va dire oui, en effet, ce prestataire-là ou patati patata, il respecte tout ce label et donc vous êtes assuré que ça répond à vos demandes. Après, idem, vous pouvez adapter vos critères de notation, vous pouvez valoriser les circuits courts. Alors je rappelle qu'un circuit court, ça n'est pas de la vente directe. C'est pas, on n'achète pas au producteur. Non, un circuit court, il y a au maximum un intermédiaire entre le producteur et l'acheteur. Et un circuit court, ça ne veut pas dire qu'il est acheté sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Un circuit court, ça peut être du café ou de la banane qui vient de Guadeloupe ou je ne sais où, mais où il y a eu un producteur qui l'a vendu juste à quelqu'un qui vous le revend à vous. C'est bon, c'est un circuit court. Ça, il y a des notions. Je conseille également toutes ces notions, écrivez-les, les définitions dans vos marchés. Parce que de temps en temps, on a des candidats qui « Ah moi, je n'avais pas compris ça. Pour moi, le circuit court, ça ne se définit pas comme ça. »
Sauf que si, c'est la vraie définition. Donc, il y a des choses, n'hésitez pas à l'écrire. De toute façon, une fois que c'est écrit, après, c'est contractuel. Donc, vous pouvez le reposer. On passe dans le stade production. Donc, au stade de la production, alors, quelque chose qui est très utile et très simple pour limiter le gaspillage, c'est d'avoir un outil de commande spécifique qu'on appelle un outil de commande à la ligne. Ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez. Je vous montrerai tout à l'heure l'exemple pour monter votre bordereau de prix. Ça vous permet vraiment d'adapter toutes les quantités commandées de chaque composante en fonction de si c'est un enfant en maternelle, en crèche, en élémentaire ou un adulte accompagnateur ou personnel de service. Idem, en production, vous pouvez demander à ce que certains aliments soient remplacés par d'autres. Donc, ce que je disais, les steaks hachés ou les cuisses de poulet. Cuisses de poulet, pour les enfants, généralement, c'est trop gros. La moitié part à la poubelle. Donc, demander des pilons de poulet. Les enfants mangent plus facilement un pilon de poulet entier qu'une cuisse. Et adapter les grammages. Ça, idem, je vous montrerai après. Je vais passer plus vite et puis on lira les clauses après ensemble. Une autre action qui est possible de faire, c'est valoriser vos déchets. Alors, du compostage, forcément. Mais quand on met en place une action de compostage, notamment dans une école, pour qu'elle marche au mieux du mieux, on demande en fait à l'équipe pédagogique de participer à cette action. Alors, elle refuse ou elle peut refuser. Je veux dire, c'est son droit. Mais ou alors c'est avec le périscolaire, de mettre en avant pour que les enfants participent. Il y a énormément d'écoles où les poubelles sont montrées, c'est les gamins qui ont fait des espèces de petits panneaux d'affichage avec c'est quoi le compost, etc. Et du coup, plus ils sont initiés, plus ils prennent part à cette valorisation des déchets, plus ils le comprennent, en fait, moins ils en font. Il y a des écoles où ils mettent en place des poulaillers, enfin peu importe. Donc ça, ça sensibilise vraiment les enfants au gaspillage, le compostage. C'est une action à faire aussi. Après, il y a tout ce qui est don de denrées, soit pour la consommation humaine ou pour la consommation animale, si vous avez des parcs animaliers autour de chez vous. Donc ça c'est un peu en dehors des marchés. Donc on va revenir plutôt à ce qui nous intéressait. Donc, en termes de rédaction au sein de vos CCTP, ce que vous pouvez jouer vraiment dans le grammage et la composition des repas. Aujourd'hui, la plupart des marchés de fourniture de repas comportent des repas de 4 composantes et plus de 5. Je pense qu'il y en a quasiment plus. Encore un peu quand même, bon. Donc, ça, c'est la première chose à faire parce que c'est pas parce qu'on a 4 composantes qu'on mangera moins, mais en règle générale, on mange mieux. Donc ça, c'est un changement d'habitude, mais toutes les écoles, crèches qui sont... Enfin, il n'y a pas de souci, la réglementation nutritionnelle le dit aussi que ça peut être fait. Donc voilà, à écrire dans vos CCTP que chaque repas comprendra 4 composantes. Alors, un plat protidique, un légume en alternance avec des féculents, un fromage ou un laitage si le plat principal n'en contient pas, une entrée ou un dessert. Et après, vous pouvez mixer pour poursuivre les actions engagées dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. La structure de base des menus devra être de 4 éléments. Ce qui veut dire que du coup, vos candidats, vos prestataires, ils ne peuvent pas vous proposer des repas à 5 éléments. Donc, vraiment, je vous donne pas c'est des choses toutes simples que je vous donne, mais si elles sont toutes mises bout à bout et mises en place, normalement, on lutte contre le gaspillage alimentaire. Si on reste sur le grammage et la composition des repas, donc c'est toujours des extraits de différents CCTP. Donc la conformité aux recommandations portera notamment sur les grammages de référence du GEMRCN, donc tout ce qui est réglementation nutritionnelle, exprimé en poids net dans l'assiette, prêt à consommer pour les enfants d'âge maternel, élémentaire et les adultes. Et ces grammages, c'est surtout la deuxième phrase qui est importante, c'est que ces grammages seront susceptibles d'être retravaillés en lien avec le titulaire en fonction des observations et des retours des évaluations. Donc en fait, vous avez indiqué des choses, le prestataire commence à travailler, ok, il y a les 4 composantes, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir des points réguliers avec les personnels qui travaillent au sein de vos cantines, qui vous disent, oui, là, on a eu beaucoup de gaspillage tel jour, etc. Des fiches liaison, toutes simples, toutes bêtes, à mettre en place. Retour au prestataire.
alors tel jour, il y a tel repas, tel menu, on a eu ça et ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on diminue les grammages? Est-ce que, au contraire, on fait autrement sur ce tel ou tel type d'aliment? C'est toutes des choses qu'il faut absolument mettre en place. Donc je vous lis pas forcément tout le reste, mais voilà, la volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire ne doit pas engendrer des manques. Les quantités livrées devront donc correspondre aux besoins réels des convives. Ça, mettez-le quand même, parce que le prestataire se sente pas en droit ou en lien de se dire oui, bon ben on va diminuer les portions, comme ça il y aura pas de gaspillage, et puis que derrière vous ayez des convives qui sortent des repas en ayant faim. Toujours sur le grammage des repas, donc pareil, un article taille des portions servies, donc 3 types de grammage différents sont prévus par la législation. Alors oui, c'est prévu par la législation, enfant, école maternelle, enfant, école élémentaire, adulte, certes c'est prévu. Nul n'est censé ignorer la loi, on est bien d'accord. Écrivez. Voilà, c'est rappelé, c'est dit. Ces grammages devront être adaptés aux diverses catégories de convives, bien évidemment, et les plats destinés aux uns et aux autres seront parfaitement identifiés. Parce que si vous avez une cantine qui accueille des élémentaires, des maternelles et les adultes, oui, c'est dans quel bac correspond à quel type de convive. Donc ça, également, c'est des choses à prévoir dans vos marchés. Donc, idem, les grammages ne dépasseront pas les réglementations nutrition, mais une adaptation à la baisse en vue d'éviter le gaspillage alimentaire est possible dans la mesure où les quantités proposées sont adaptées aux besoins des convives. Donc, vous voyez, ça, c'est issu de différents CCTP de collectivités je ne sais plus exactement, mais voilà, de France et de Navarre, on va dire. Tous rappellent ces choses-là. Ce dont on parlait, ce que je vous évoquais tout à l'heure, le système de commande à la composante, donc la facturation qui permet une facturation à la ligne. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Le bordereau de prix, voilà, prix d'un repas enfant de maternelle, prix d'un repas enfant élémentaire, prix d'un repas adulte, l'entrée, le plat probiotique, le produit laitier, le dessert. Et du coup, en face, vous mettez les quantités. Enfin, c'est tout bête, mais au lieu de commander un repas complet, non, vous faites chaque chose. Mais ça, je pense aussi que quand même dans la plupart des marchés aujourd'hui, c'est fait. Ce qu'on disait, impliquer tous les acteurs possibles, donc notamment le prestataire et les agents, donc qui devra prendre en compte la limitation du gaspillage alimentaire dans son process de production. S'agissant des aliments identifiés comme les moins aimés, le prestataire cherchera à les introduire progressivement dans l'année et proposera un plan d'introduction avec des recettes appréciées des enfants. Donc voilà, une fiche synthétique d'animation, ce que je vous disais, oui, c'est un marché public, voilà, donc on a un peu de formalisme, on a un peu de paperasse, c'est comme ça. Mais voilà, des réunions périodiques, des fiches liaison, des fiches bilan, toutes ces choses-là, ça vous permet de garder un lien et d'améliorer le marché en cours d'exécution. Dans le cas, alors une autre possibilité, dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, la fiche bilan, la fiche liaison hebdomadaire comportant diverses infos sur le menu du jour en question, le nombre de repas livrés ou encore les quantités servies et non servies jetées sera remplie par la commune, fournie au prestataire pour qu'il puisse exploiter les données en vue de réajuster les quantités. Donc ça, alors là, c'est des fiches liaison hebdomadaires, ça peut être mensuel, voilà, pour pas alourdir. Après, c'est à adapter en fonction de ce dont vous avez besoin. C'est vraiment des exemples là que je vous donne. Après, pareil, dans les rédactions de vos marchés, certains, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais voilà, en termes de rédaction, certains aliments plutôt à privilégier. Donc là, fromage AOC privilégié, fromage à la coupe préféré au fromage industriellement préemballé. On donne la quantité que l'enfant souhaite manger. Ce qu'on parlait tout à l'heure aussi, les fruits seront livrés entiers et de saison. Les petits calibres privilégiés, le cas échéant, ils seront découpés sur place au moment du service, si vous avez les moyens de le faire, bien évidemment. Les pilons de poulet privilégiés par rapport aux cuisses, portions trop importantes, etc. Mais ça, des exemples, il y en a encore, voilà, quand même pléthore. Pour la gestion des stocks, alors ça, je l'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Yaourt et compotes sont commandés en fonction du nombre de convives inscrits à la cantine, puisque là, c'est logique. Le jeudi, un bilan dressé sur le nombre de yaourts et compotes excédentaires et la commande de la fin de semaine est passé en conséquence. Du coup, le vendredi, les enfants, ils ont le choix. Au lieu de jeter, les enfants, ils choisissent entre l'un ou l'autre et du coup, on ne jette pas.
J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et du coup, ça, je l'ai vraiment pas trouvé dans beaucoup de marchés. Enfin, mon dernier exemple, avant de voir si vous avez des questions, au niveau des critères de sélection des œuvres, donc ce que je vous disais tout à l'heure en début, le critère valeur technique tout seul ne veut strictement rien dire, mais de proposer un sous-critère relatif aux démarches qui limitent l'impact environnemental ou la performance environnementale de l'offre, enfin, peu importe comment on veut appeler ça, mais l'indiquer dans les critères en eux-mêmes et le gaspillage alimentaire, où le candidat exposera sa méthodologie pour introduire, par exemple, les produits les moins aimés par les enfants et toute autre action en faveur du gaspillage. Ça vous permet de voir ce que le candidat peut vous proposer et du coup de noter et potentiellement de retenir le candidat qui a le plus qui a la plus grande volonté de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, voilà, c'était mon dernier exemple. J'en ai fini de ma présentation, donc je pense qu'on est bien. Je ne sais pas si vous avez des questions. Les derniers critères, limiter son impact sur l'environnement, c'est dans la production des repas, pas au-delà. Dans la production, dans la livraison, ce qui va vous les livrer. Et donc dans la production, ça fait aussi sur l'approvisionnement en produits, donc l'origine et l'impact environnemental. Oui. Ouais. Bilan carbone, choses comme ça, ouais. Tout à fait. On peut pas, du coup, vous disiez, on peut pas favoriser le local, donc on n'a pas le droit de mettre 50 km max, par exemple, c'est interdit. Totalement, c'est la réglementation, hein. C'est l'Union européenne qui interdit, et du coup on redescend en droit français. Ouais, non, on ne peut pas du tout. Ce qui est dommage, parce que sur certains, alors après il y a des discussions en cours, même encore en ce moment, pour essayer justement sur ce type de marché de pouvoir quand même privilégier le local, mais comme l'ouverture de marché au niveau européen, bon après... Il n'y avait pas une discussion justement sur les marchés publics on disait qu'il fallait qu'il y ait une préférence nationale. Ah oui. Non mais il y a eu beaucoup de tentatives qui n'ont jamais abouti. D'accord, ça s'est jamais passé. Non. Il parlait surtout tout ce qui était travaux, etc. Alors non, la seule chose c'est qu'on peut imposer dans les travaux que les ouvriers parlent la langue française. C'est tout. Et le fait de mettre un critère, la viande porcine qui est sous la BNGT Franche-Comté, c'est plutôt bien. Alors c'est un label, c'est les seuls. Alors c'est les seules exceptions. Les indications géographiques protégées, les IGP, c'est les seules exceptions. Et les AOP, c'est les seules exceptions. Sinon on peut pas. Moi j'ai juste une petite question. Moi je représente la cuisine d'Uselet, donc nous on est de l'autre côté. Oui. Bah oui. Et en fait, les marchés sont de plus en plus de contraintes. Et nous, on est obligé de lisser notre organisation, sinon, il y a un moment, on fait comment? Parce que si chaque collectivité a ses critères, on peut pas les convaincre. Alors, chaque collectivité développe sa propre politique. Et il y en a de plus en plus, c'est ça qui, ça qui me fait peur. C'est qu'il y a chacun met ses critères, chacun met des critères de plus en plus hauts. Le prix des prestations, même si ça représente 30%, il y a un budget à respecter, vous l'avez dit. Et en mettant des critères très très hauts, nous, au niveau du prix, on ne passe pas. Donc là, on est un peu dans une impasse. Et j'entends bien que c'est sur la volonté, c'est sur le gaspillage. Mais c'est vrai qu'on a l'histoire des circuits courts, par exemple avec la loi Egalim, on travaille le produit brut, on se retrouve pénalisé parce que vous avez des personnes qui vont mettre du bio surgelé. Enfin voilà. Donc. Mais ça c'est. Alors on a des collectivités avec qui on est en bon terme, avec qui on discute avant la rédaction du marché. D'où toute l'importance du sourcing. Voilà. Mais c'est vrai que si chacun met des critères, mais ça, on ne pourra plus répondre. Ouais, mais ça c'est le libre choix de chaque collectivité de définir son degré d'exigence, son standard. Qu'est-ce que la collectivité veut mettre en avant? Est-ce que c'est une cantine de qualité ou alors c'est une cantine plus ou moins de qualité avec des prix très faibles, ou est-ce que la collectivité va mettre la main à la poche pour compléter pour les familles? Enfin, ça, malheureusement, c'est la libre administration, vraiment. Hein. Mais après, au niveau des prestataires, oui, parce que il faut s'adapter à chaque marché. Chaque collectivité va avoir ses exigences, et c'est vrai que. Et en plus, nous, on a nos spécificités en tant qu'ESAT.
Et ça peut vite devenir compliqué. Oui, oui, mais du coup, vous, alors c'est une spécificité qui est un grand avantage, parce que du coup, avec vous, on fait un marché réservé. Non, mais voilà, c'est de réserver le marché à une structure de l'ESS, voilà. Et du coup, ça limite la concurrence aux prestataires conventionnels. Donc, pour le coup, ça vous aide grandement. Mais il y a de moins en moins de marchés réservés. Oui. Donc, c'est vrai que j'entends que les collectivités, mais nous, parfois, on est en difficulté. Et parfois, donc on répond pas pour ne pas être en difficulté. Et ensuite, la collectivité nous appelle, elle nous dit « Mais pourquoi vous n'avez pas répondu ?» On leur dit « Votre cahier des charges, il est trop exigeant, on ne peut pas répondre. » Après, il fallait nous le dire. Nous, on ne prend pas le risque de signer en bas de la page, quoi. C'est ça. Voilà. Est-ce que derrière, c'est pas la question d'un groupement des commandes, enfin des collectivités, d'un groupement d'achat? Et je me demandais s'il y avait cette réflexion, comme vous disiez, qu'il y avait plusieurs communes que Grand Besançon accompagnait. Alors aujourd'hui, au niveau de Grand Besançon, moi j'ai pas connaissance de volonté, en tout cas, de faire ce type de groupement de commandes à l'échelle de plusieurs communes. Mais je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, que plusieurs collectivités se regroupent. Mais alors du coup, faut vraiment se mettre d'accord sur les besoins, que chacun veuille le même niveau. Est-ce que on fait justement de l'insertion, parce que ça aussi, et on réserve le marché à des structures. On sait que localement, on a le château d'Uzel, je crois que vous êtes tout seul en plus localement. Logiquement, après, vous avez certains prestataires qui répondent et qui jouent un peu. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais du coup, oui, c'est tout à fait envisageable. Après, c'est dans la façon de monter le marché, c'est tout. Parce qu'en fait, il faut un coordonnateur, il faut une collectivité qui porte, qui signera pour tout le monde, et après, chacun, en fait, récupérera, j'ai envie de dire, le marché, elle exécutera tout seul pour son compte, en fait. Pour ses commandes, passera ses commandes, réglera les factures, exécutera le marché, mais les réunions, bilans, etc. devront être faites à l'échelle de toutes les communes. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et pour le coup, ce type de montage, normalement, a un effet volume qui fait que les coûts diminuent. Et il n'y a pas cette réflexion dans le cadre du projet alimentaire territorial de Grand Besançon? Non. Ça, je peux pas. Non, on va pas jusque-là. C'était une volonté de Madame la maire présidente, quand même, à un moment, d'essayer de. Donc, peut-être un jour.